Bonjour, je voudrais d'abord remercier l'organisation de ce deuxième forum de nous avoir donné la possibilité de vous exposer un petit peu cette activité de chirurgie cardiaque. C'est un honneur pour moi de pouvoir le faire sous l'égide d'un de mes maîtres, Monsieur Loisance. Alors, la chirurgie cardiaque, deux challenges. Le premier, c'est qu'il faut d'abord arrêter le cœur et que pour arrêter le cœur, ça nécessite des canules, des tuyaux qui sont importants et qui ne peuvent pas être utilisés n'importe comment. La plupart du temps, on utilise ces canulations dans le sens antérograde et lorsque l'on veut faire du mini-invasif et qu'on veut essayer d'utiliser les vaisseaux fémoraux pour essayer de faire remonter le sang et permettre d'arrêter le cœur, eh bien, on engage des possibilités d'embole et de risque d'accidents vasculaires cérébraux parce qu'on est à contre-courant de la circulation normale. C'est pourquoi le gold standard était bien sûr la sternotomie bien ouverte, où il y avait la possibilité déjà de contrôler le cœur, de pouvoir l'arrêter et ensuite de pouvoir opérer. Les désavantages, eh bien, on ouvre un os dans toute sa longueur avec tous les risques d'infection. On a une grande cicatrice, ça c'est encore gérable. Il y a eu toute une époque où on disait grand chirurgien, grande cicatrice. Et puis les choses ont évolué, les chirurgiens cardiaques aussi, et on a essayé d'avancer un petit peu dans ce sens. Alors comme les autres, eh bien, diminuer la voie d'abord, c'est diminuer les traumatismes, c'est diminuer la douleur, c'est permettre surtout sur la mécanique pulmonaire et la récupération ensuite, de pouvoir faciliter cette récupération pulmonaire. Et puis, c'est aussi, bien sûr, des questions esthétiques, notamment chez les jeunes femmes, où le pli mammaire peut être une zone naturelle d'exposition qui ne se verra pas en post-opératoire. Alors, le mini-invasif, on l'a dit jusqu'ici, c'est vraiment un programme à l'intérieur d'une équipe. On peut très bien continuer à faire de la chirurgie conventionnelle, mais il faut situer dans l'organisation de l'équipe un couloir pour le mini-invasif. Si vous essayez de sensibiliser votre anesthésiste qui a l'habitude de faire une opération en 2 heures pour remplacer une valve aortique, et en lui disant aujourd'hui on va la tenter en mini-voie et ça va durer 4h30, eh bien, l'organisation de l'équipe est impactée. Et ça, c'est un élément essentiel avant de faire l'acquisition de tout le matériel. Alors, en chirurgie cardiaque, il y a essentiellement 2 valves pour lesquelles on peut arriver à organiser une sorte de mini-invasif. C'est la valve aortique et puis la valve mitrale. La valve mitrale est exposée en mini-voie depuis longtemps maintenant. On a un recul de 10 à 12 ans pour toutes les équipes et c'est une pratique où dans les équipes, il y a au moins un chirurgien qui maîtrise cette technique et à qui l'on va confier l'organisation de cette chirurgie. Car là aussi, pas tout le monde et pas tous les chirurgiens peuvent pratiquer ce type de chirurgie. Il faut vraiment un entraînement et un feeling particulier. C'est une autre approche, c'est un autre concept. La complexité, on l'a dit, l'entraînement. Il faut donc être sur des zones où vous allez avoir la possibilité de le faire. Il faut aller le faire dans d'autres endroits. C'est pour ça que ces grands centres de formation sont quand même très importants. Les risques de complications, on a parlé tout à l'heure, mais que se passe-t-il? Il faut continuer de maîtriser le geste ouvert, car lorsque sous robot, vous avez un problème de saignement important ou un redémarrage du cœur moyen et qu'il faut intervenir, il faut que vous ayez des chirurgiens qui aient quand même la pratique de toucher l'organe, de connaître l'organe et de pouvoir gérer instantanément. Aujourd'hui, la formation des plus jeunes se fait quasiment dès le début sur les techniques endovasculaires. Et le problème est exactement, tout à l'heure, on prenait la correspondance avec Air France. Aujourd'hui, Air France a des pilotes qui ne savent plus comment réagit un avion lorsqu'il n'est pas piloté par l'ordinateur. Et ça devient un vrai problème. La direction aujourd'hui, la direction de surveillance d'Air France a demandé qu'un nouveau programme soit institutionnalisé pour que les pilotes continuent d'apprendre et à voler sur des avions qu'ils vont tenir. Et ça, c'est un réel problème. Aujourd'hui, on a sur l'endovasculaire, dans l'exclusion des anévrismes de l'aorte, des jeunes chirurgiens qui ne maîtrisent que l'endovasculaire et qui, lorsqu'il y a un problème, sont incapables, dans un temps record qui va permettre de sauver le patient, sont incapables
de maîtriser le saignement par une laparotomie. C'est important. Alors voilà, pour la valve aortique, vous avez compris, le sternum va pouvoir être abordé de différentes manières en fonction, comme il a été dit pour les autres techniques, de l'appréciation que l'on va faire avant l'opération du scanner pour reconnaître anatomiquement où sont placées l'aorte, où est placée la valve, où est placé le cœur, est-ce qu'il est déporté par rapport à la ligne médiane, pour savoir exactement à quel endroit on va aller faire l'incision, faire la mini-incision. Donc, il est possible pour la valve aortique d'attaquer l'aorte suivant son positionnement, soit par le haut du sternum, en faisant un tiers d'incision du sternum, soit par l'appendice xiphoïde et en remontant, soit par le côté droit, entre deux côtes, au niveau du troisième espace intercostal. Et là encore, les outils d'imagerie sont essentiels. Maintenant, il y a des applications qui sont faites avec des logiciels, notamment des logiciels de reconstruction scanner, que ce soit Osirix pour les plus accessibles. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus sophistiqués, Endosize et autres, et qui vont vous permettre de réellement situer par rapport à votre sternum, votre aorte et la zone d'incision. Alors, en même temps que les techniques d'abord évoluent, eh bien, il faut que les implants évoluent. Parce que, bien sûr, les implants que nous arrivions à mettre de façon assez simple par une voie très grande et le sternum complètement ouvert, eh bien, aujourd'hui, pour les glisser dans une fente qui va être parfois pas plus grande que le diamètre de la prothèse que vous implantez, il va falloir utiliser des prothèses qui vont être plus faciles à mettre. Je vous disais tout à l'heure en début d'exposé qu'une valve aortique normale, c'est 2 heures, 2 heures et demie d'opération. Une valve mini-invasive aortique, après un entraînement d'une centaine de patients, c'est 3 heures et demie. Et donc, on a essayé de trouver un moyen de ne plus avoir à mettre tous ces fils qui sont nécessaires pour fixer la valve, une vingtaine de fils ou une quinzaine de fils, et au contraire de trouver des valves hybrides qui sont à la fois fixées que par 3 fils et qui vont pouvoir être dilatées dans l'anneau aortique après qu'il ait été nettoyé, après qu'il ait été réséqué, pour pouvoir fixer ces valves. Ce sont les nouvelles générations de valves qui valent quand même 3 fois plus cher que la valve initiale que l'on met en 2 heures et demie. Mais il faut un avocat du diable et c'était important qu'on le fasse. Toutes ces études de nouvelles valves sont évaluées également et permettent aujourd'hui d'avoir une pratique et une utilisation régulière. Je vous parlais des logiciels de sizing et des logiciels de mise en évidence de toute cette anatomie de façon pratique et pragmatique. Eh bien, c'est le rôle des laboratoires de recherche aujourd'hui en chirurgie où l'on travaille beaucoup sur l'anatomie finalement comme de façon ancestrale pour faire en sorte que l'anatomie reste l'élément essentiel de la pratique de notre chirurgie. L'application se fait aussi sur la valve mitrale avec une utilisation exactement dans les mêmes conditions. On utilise essentiellement les techniques vidéo assistées. Aujourd'hui, le programme robotique sur le cœur a été mis en suspens par Da Vinci parce que justement la maîtrise des problèmes graves qu'il peut y avoir à la reprise du cœur font qu'on a encore des progrès à faire à ce niveau. Alors voilà, le matériel, c'est important. C'est important pourquoi? Parce qu'il est minutieux, il est adapté à chaque patient, mais surtout, il coûte très cher. Très, très cher. Et ce débat-là doit avoir lieu aussi dans une société qui évolue, dans une société qui a besoin aussi de gérer son porte-monnaie. Et il faut donc donner la possibilité à des grands centres d'être à la fois utilisateurs et formateurs. Donc voilà, par exemple, dans l'évolution des techniques sur la valve mitrale, le problème, je vous le disais aussi en début d'exposé, c'était le contrôle du cœur. Comment arrêter le cœur? Eh bien, aujourd'hui, la technologie a permis de mettre en évidence... Je ne sais pas si ça marche. Non, on va essayer avec ça. Un système d'endoclan, c'est-à-dire qu'on ne va plus mettre ces pinces, ces clans qui vont camper la horte, mais par contre, on va... Parle dans le métro parce que les traducteurs ne pourront pas traduire. Bien sûr. Donc, on va utiliser maintenant des systèmes d'endoclan. Ce sont des canules que l'on va faire remonter par l'artère fémorale et qu'on va aller gonfler dans l'aorte juste au-dessus
des valves sigmoïdes ici, et qui va permettre d'envoyer le cooling, c'est-à-dire le liquide qui va permettre d'arrêter le cœur, le liquide froid hyperpotassique, par l'intérieur du ballon et qui va aller vasculariser et arrêter le cœur par l'intermédiaire des coronaires. Ensuite, la technique vidéo assistée, c'est comme toutes les autres techniques, à partir du moment où on voit, et si on voit bien, et la chirurgie c'est une question d'exposition, si on est bien exposé, eh bien on peut opérer dans de bonnes conditions. Alors voilà. La troisième étape, c'est la revascularisation coronarienne. On a tout essayé. Et donc la revascularisation coronarienne, c'est également accessible par une mini-sternotomie où on va faire un prélèvement non pas complet de l'artère mammaire interne, mais elle va être prélevée sur ses 2/3 et l'on pourra, à cœur battant, ensuite faire l'anastomose à ciel ouvert de cette coronaire. On a vu tout à l'heure des coronaires cousus sous robot. Eh bien là aussi, les programmes ont du mal à démarrer parce qu'il est compliqué de pouvoir maîtriser l'ensemble de l'intervention de A à Z comme on peut le faire en urologie. Alors je vous passerai tous les poncifs qui ont déjà été utilisés sur la nécessité d'organiser, de pratiquer, de simuler et de s'entraîner. Mais surtout, c'est un concept un petit peu nouveau où le chirurgien était vraiment leader dans l'équipe avant. Aujourd'hui, vous avez besoin d'avoir des leaders à chaque poste et que ces virtuoses à chaque poste s'entendent. Et là, c'est une pratique et une philosophie de bloc opératoire qui est nouvelle, qui évolue. Et ce concept-là d'organisation humaine est très, très important. Et les leaders doivent en être conscients et doivent arriver à homogénéiser la pratique autour d'un geste qui va être dépendant de plusieurs acteurs. Je vous passerai toutes les études qui ont été faites et qui maintenant montrent le recul que l'on a sur la mitrale, avec des résultats tout à fait intéressants en termes d'hospitalisation, de durée d'hospitalisation, d'accessibilité pour les personnes âgées. Et puis, l'évolution actuelle sur la valve aortique. En conclusion, ces techniques sont tout à fait applicables au cœur pour certains patients et dans certaines conditions. Il y a maintenant, en termes de chirurgie cardiaque, un challenger qui est très, très important. C'est que notre travail est juste de la résection et de la reconstruction derrière. Et aujourd'hui, il y a un challenger mini-invasif qui est important et celui qui passe par les voies naturelles, qui remonte dans les vaisseaux, qui va jusqu'à l'endroit cible et qui va juste dilater un ressort, un stent que vous connaissez très bien, et qui a challengé sur les coronaires et qui est en train de challenger largement sur les valves. Il est important de voir qu'en 10 ans, on a beaucoup plus progressé sur la qualité du substitut aortique qu'on ne l'a fait en chirurgie sur 40 ans. Et qu'aujourd'hui, tous les programmes de recherche industrielle sont énormément focalisés sur la possibilité de ne plus rien ouvrir du tout et d'aller juste placer, téléguider un guide et placer le substitut qui va écraser la masse calcaire et qui va, de façon ingénieuse, utiliser cet écrasement pour fixer la valve et l'endovalve qui est utilisée. Donc voilà, il y a 10 ans, Robert Guitton ouvrait, même pas il y a 10 ans, il y a 7 ans, c'était peut-être déjà un peu tard, ouvrait le Congrès européen de chirurgie cardiaque avec cet adage. Je crois que c'est le lot de tous les chirurgiens et de l'évolution des choses, mais particulièrement en chirurgie cardiaque, où nous vivons actuellement une réelle mutation. Et je vous remercie beaucoup. Merci pour cette très belle présentation, très complète, qui montre bien tous les problèmes de l'approche mini-invasive en chirurgie cardiaque. Des questions oui, une question d'un gynécologue, le professeur Villet, vice-président de l'Académie de chirurgie. Je suis très content que tu m'aies traité de gynécologue, puisque j'ai quand même rappelé ici que j'ai fait 1 an de chirurgie cardiaque chez Christian Cabrol, au début de mon internat. Je voudrais vous poser une question. Si vous avez en ce moment des étudiants, je me place ici, qui veulent faire de la chirurgie cardiaque, et j'ai bien compris, puisque vous avez eu la gentillesse de faire en dernière diapositive, non pas la rivalité, puisque je crois qu'on cherche les chirurgiens à faire la chirurgie endovasculaire. La question est la suivante. Est-ce que vous croyez qu'il est raisonnable à un jeune chirurgien cardiaque d'apprendre les techniques mini-invasives, notamment pour la valve aortique, puisqu'on sait qu'actuellement, il y a une bascule considérable vers les valves par voie transvasculaire, enfin par voie vasculaire. Est-ce que vous croyez vraiment qu'on fera de la voie mini-invasive?
parle dans quelques années en ouvrant le thorax ou le sternum? Alors, j'ai pas voulu le faire aujourd'hui, mais d'habitude, quand je montre la voie mini-invasive et ces valves sutureless, là où il n'y a pas de suture, pas l'endovalve, hein, cette valve où il y a un minimum de suture, je mets toujours une boîte de Kleenex à côté dans ma photo. Je crois que l'étape mini-invasive en chirurgie cardiaque, ça peut être finalement le mouchoir du chirurgien cardiaque. On a encore à regarder l'évolution. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'on aura toujours besoin de chirurgie cardiaque. Il y aura probablement à réorchestrer, je dirais, la vision sanitaire de l'organisation des services de chirurgie cardiaque, peut-être moins de centres, des centres plus importants où les cas qui seront nécessaires à opérer pourront être adressés. Mais dans 4 ans, aujourd'hui, les recommandations européennes de cardiologie ont dit que les endovalves pouvaient être discutées à partir de l'âge de 75 ans, qu'elles étaient encore nécessaires en France de les faire dans des centres où il y avait un service de chirurgie cardiaque et que dans 4 ans, il ne sera plus nécessaire d'avoir de la chirurgie cardiaque et ça pourra être ouvert à toute l'activité libérale à condition qu'il y ait juste un chirurgien vasculaire pour essayer de gérer le dégât fémoral. Donc voilà. Maintenant, ces voies d'abord, puisque ce sont des voies d'abord naturelles, il y a la voie fémorale, mais il y a aussi d'autres voies d'abord. Aujourd'hui, à Rennes, on est un peu précurseur avec les Lillois, où on fait beaucoup de voies d'abord carotidiennes sous anesthésie loco-régionale, comme quand on fait une endartérectomie de carotide, et où on a des résultats extraordinaires, parce que là, en effet, les patients très âgés n'ont plus d'abord de l'artère fémorale, qui des fois entraîne quand même des dégâts majeurs, avec derrière des phobies de la marche et autres, et donc une impotence qui n'était pas recherchée. Alors que là, on a des gens qui vont ressortir dans les 24 heures. Hein, les voies carotidiennes qui sont faites le matin, s'il n'y a pas de troubles du rythme, eh bien, ils sortent le lendemain matin. Donc, on s'adapte. Sans aucune protection cérébrale. Sans aucune protection cérébrale, puisque quand on opère une carotide, on met 2 clans et ça va tout seul. Hein. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis en fait votre collègue en Chine. Je suis un chirurgien cardiaque, Oui. mais pas ici dans ce hôpital. Je viens de l'hôpital de nord de Shanghai. Ça s'appelle le peuple Shanghai 10. Et c'est merci pour docteur, il m'a invité ici parce que je n'ai pas parlé français il y a 2 ans déjà. Merci. Excellent français. Merci. Donc j'ai 2 questions pour vous et c'est votre belle présentation. On a connu c'est que on a fait à peu près la même chose que vous chez votre service, mais je crois. Est-ce que vous croyez à l'avenir endovasculaire, je veux dire la technique endovasculaire est aussi important que la chirurgie traditionnelle? Alors, je vais parler sur deux niveaux différents. Le premier de santé publique. Aujourd'hui, le premier challenger de la chirurgie cardiaque, ça a été la prévention cardiovasculaire. Et que dans les pays comme le vôtre et comme le nôtre, le fait d'avoir prévenu tous les facteurs de risque de la maladie cardiovasculaire, eh bien, on n'a plus à traiter de la maladie, mais on a à intervenir quand les gens arrivent dans ce que j'appelle l'usure. C'est-à-dire, pour moi, je disais, passé 80, 85 ans, on n'est plus malade, mais on a des problèmes de pièces qui s'usent, comme une voiture. Et donc, à ce niveau-là, je pense que la chirurgie cardiaque conventionnelle, avec une ouverture complète, un arrêt circulatoire, endormir le patient ou la patiente, parce que c'est souvent des patientes qui arrivent à cet âge-là, eh bien, l'ostéoporose et le reste fait qu'en effet, même si l'endovasculaire n'est pas aussi qualitatif que la chirurgie, il est au moins pragmatique pour ce que demande une personne de cet âge-là quand elle peut encore accéder à un niveau de soins comme celui-ci. Et donc, dans nos pays, on voit que l'entrée dans la maladie du rétrécissement valvulaire aortique se fait de plus en plus tard et probablement à un moment qui va devenir prohibitif et compliqué pour la chirurgie. Bien. Mais il y
il reste beaucoup d'autres chirurgies. On a par exemple le congénital maintenant qui survivent à leur chirurgie. Il faut les réopérer à plusieurs reprises adultes. C'est des chirurgies qui sont compliquées. Et si on n'a pas la maîtrise du geste chirurgical cardiaque, on ne le fera pas bien. Donc c'est dommage d'avoir eu autant d'innovations il y a 20 ans et 30 ans sur les bébés et que lorsqu'ils vont arriver à 22, 30 ou 40 ans, on ne sache plus les opérer correctement. Parce que là, il n'y aura pas d'endo. Tout à fait d'accord. Parce que, je vous dis une question, une histoire. Dans une réunion, il y a des gens qui m'ont posé des questions, comme un chirurgien. Vous croyez, parce qu'on a commencé à pratiquer un peu les gestes endovasculaires. On m'a dit, vous avez fait ça. Est-ce que vous croyez, vous faites mieux que les cardiologistes? Mais je crois que c'est juste la technique, c'est la technique. Oui. Pour un chirurgien, on peut le faire mieux. Et, en fait, en Chine, notre comité, on a donné déjà les certificats pour les endovasculaires pour les chirurgiens. C'est pour ça. C'est très très bien. Oui. Moi, je pense que ça sera un élément essentiel sur lequel les chirurgiens cardiaques doivent se positionner. C'est que, au final, si vous êtes vraiment un chirurgien de nouvelle génération, vous devrez savoir faire le RVA classique, vous devrez savoir faire la mini-voix et vous saurez faire l'endovasculaire. Et ensuite, vous pourrez vous retourner vers le médecin généraliste et le cardiologue en disant quand vous adressez votre patient, quand vous m'adressez votre patient ou quand vous adressez votre patient à mon équipe, on peut lui proposer du spécifique patient. Et on est capable de le faire et de le maîtriser. Si vous ne l'adressez qu'à une personne qui ne maîtrise qu'un acte, comme le cardiologue ne sait faire que l'endovalve, eh bien, c'est une perte de chance pour le patient parce que probablement, suivant l'âge, suivant la technique, suivant le patient, on peut lui adapter 3 ou 4 techniques pour remplacer la valve aortique. Et c'est ça que le chirurgien cardiaque doit comprendre. Et il maîtrise la chirurgie ouverte. L'endovasculaire, c'est quelque chose que lorsqu'on l'apprend tout petit, c'est pareil, quoi. Mais les nouveaux cerveaux que vous êtes doivent être capables, et les nouvelles mains que vous êtes doivent être capables d'intégrer à la fois l'endo et l'open. Mais l'open premier. Voilà. L'open premier. C'est pour ça qu'on a commencé à faire des opérations, ça s'appelle hybrides, pour les aortes. Les crosses de l'aorte. Voilà, Parfait. On fait le débranché tout d'abord et puis Parfait. le stent après. Parfait. Et est-ce que vous faites la même chose chez vous? Oui, alors je ne vais pas accaparer toute la discussion, mais on est à Rennes et en France, j'ai piloté le registre français des prothèses hybrides de l'aorte. Donc peut-être qu'on en parlera à une autre session l'an prochain ou une autre année. Et je lui viendrai volontiers vous bien sûr. Partager nos expériences. Très volontiers. Merci. Merci beaucoup. D'autres questions? Un petit commentaire sur un gros problème qui est en train de se développer actuellement, qui est celui des indications futiles de chirurgie mini-invasive. La chirurgie mini-invasive étant devenue si peu agressive qu'elle est désormais proposée à des personnes à qui une réparation chirurgicale n'est peut-être pas la meilleure indication. Quel est ton avis sur cette affaire? Je pense que ce qui fait toute la grandeur d'un art, c'est probablement sa sophistication, sa complexité, et que certaines personnes seulement peuvent le gérer, et connaissant la complexité des choses, ont un recul intellectuel dessus pour en proposer une indication adaptée. Plus le geste va être facile, plus tout le monde va pouvoir le faire. Et ma grande crainte aujourd'hui, c'est que dans la moindre zone de traitement endovasculaire coronarien, d'angioplastie et de coronaropathie, eh bien, des gens mettront à des gens très âgés qui n'en ont plus besoin des endovalves uniquement pour dire j'en ai fait et je l'ai fait. Et ça, je pense que l'HAS chez nous a un rôle à jouer. Et malheureusement, on va revenir à l'argent, mais ça coûte énormément cher. Une valve aortique classique, c'est 2 500 €. Aujourd'hui, je paye une endovalve 17 230 €. Donc, si on commence à mettre des endovalves à toutes les personnes de 95 ans qui sont essoufflées parce qu'elles n'arrivent pas à monter 4 étages 4 à 4,
Je suis entièrement d'accord avec vous, monsieur. C'est la ruine intellectuelle et financière. Merci pour cette réponse très claire.